Le saut des chats à travers l'espace s'effectua en un éclair. Et comme cette fois Carter se trouvait au milieu de ses amis à fourrure, il ne vit pas ces grandes choses noires et informes qui rôdent, caracolent et frétillent dans l'abîme. Avant d'avoir compris ce qui s'était passé, il était de retour dans la chambre d'auberge qu'il avait l'habitude d'occuper à Dilatlin, et ses amis les chats s'enfuyaient furtivement par la fenêtre. Le vieux chef d'Ultar fut le dernier à partir, et lorsque Carter lui serra la patte, il l'informa qu'il serait de retour chez lui au champ du Coq. À l'aube, Carter descendit dans la salle principale et apprit qu'une semaine s'était écoulée depuis qu'il avait été enlevé et emmené sur la Lune. Le prochain bateau pour Oriab n'était pas attendu avant une quinzaine de jours. Carter mit ce temps à profit pour expliquer aux habitants de Dilatlin pourquoi il fallait se méfier des galères noires et de leurs sinistres coutumes. La plupart le crurent, mais les bijoutiers raffolaient tant des énormes rubis qu'aucun ne lui promit vraiment d'arrêter de trafiquer avec les marchands à large bouche. Si le malheur devait un jour s'abattre sur Dilatlin à cause de ce trafic, ce ne serait pas à cause de Carter. Au bout d'une semaine environ, le navire tant attendu fit relâche à proximité de la digue noire et du haut phare. Carter fut soulagé de constater qu'il s'agissait d'une embarcation dont l'équipage était constitué d'hommes parfaitement normaux. Les flancs de ce navire étaient peints, ses voiles latines étaient jaunes, et son capitaine à barbe grise portait une tunique de soie. Sa cargaison était constituée de résine odorante, provenant des bosquets de l'intérieur d'Oriab, de poteries délicates, cuites au four par les artistes de Baharna, et d'étranges petites statuettes sculptées dans la lave ancestrale d'une granec. Les marins comptaient échanger toutes ces marchandises contre de la laine d'Ultar, des textiles iridescents d'Ateg, et des pièces d'ivoire sculptées par les hommes noirs qui habitent par-delà le fleuve, à Pargue. Carter arrangea son voyage à Baharna avec le capitaine et apprit que la traversée durerait 10 jours. Pendant la semaine qui lui restait à attendre, il parla longuement d'une granec avec ce capitaine, qui lui raconta que très peu de personnes avaient vu le visage qui s'y trouvait sculpté. Ce qui n'empêchait pas la plupart des voyageurs de se contenter d'en récolter les légendes auprès des vieilles gens, des ramasseurs de lave et des tailleurs d'images de Baharna, pour s'en retourner ensuite dans leur lointain foyer, où ils racontaient l'avoir vu pour de vrai. Le capitaine n'était pas sûr qu'un être encore en vie l'eût jamais contemplé, tant cet autre versant d'une granec, sinistre et dénudé, était dur à escalader. Et puis il y avait ces rumeurs de grottes tout près du sommet, où nichaient les maigres bêtes de la nuit. Le capitaine n'avait aucune envie de lui dire à quoi au juste ressemblait une maigre bête de la nuit, car cette sale engeance a la réputation de hanter de préférence, et de manière persistante, les rêves de ceux qui y pensent trop souvent. Puis Carter demanda au capitaine ce qu'il savait de Kadat l'inconnu, dans le désert de glace, et de la merveilleuse cité d'or au soleil couchant. Mais ce brave homme ne pouvait vraiment rien lui en dire. Un matin, à l'aube, leur bateau profita de la marée pour quitter Dilatlin. Carter regarda les premiers rayons du soleil levant jouer sur les minces tours anguleuses de cette morne ville de basalte. Ils firent voile vers l'est pendant 2 jours entiers, longeant des côtes verdoyantes où d'agréables villages de pêcheurs gravissaient des collines en pente raide, avec leurs myriades de toits rouges coiffés de cheminées, surplombant des plages et de vieux quais rêveurs où séchaient des filets. Le 3e jour, ils mirent brusquement la barre au sud, où le roulis était plus fort. Bientôt, il n'y eut plus de côte en vue. Le 5e jour, les marins commencèrent à s'agiter nerveusement. Le capitaine excusa leur crainte en expliquant que leur navire était sur le point de passer au-dessus des murs couverts d'algues et des colonnes brisées d'une cité engloutie, si vieille qu'on en avait perdu le souvenir. Quand l'eau était claire, on voyait se mouvoir tellement d'ombres dans ces profondeurs sépulcrales
que les petites gens en étaient mal à l'aise. D'ailleurs, reconnaissait le capitaine, de nombreux navires avaient disparu dans cette région de la mer, alors qu'on les avait hélés quand ils en approchaient. On ne les avait jamais revus. Cette nuit-là, la lune était si claire, la mer si calme, qu'on pouvait voir très profondément sous les eaux. Le vent soufflait si peu que le bateau n'avançait presque pas. En se penchant par-dessus le bastingage, Carter vit au-dessous de lui, à plusieurs brasses de profondeur, le dôme d'un grand temple. Juste en face s'étendait une avenue de sphinx fabuleux, menant à ce qui avait été jadis une place publique. Des dauphins jouaient gaiement à entrer et sortir des ruines. Ça et là, des marsouins s'amusaient gauchement, crevant parfois la surface pour sauter hors de l'eau. Comme le navire continuait sa route, le fond du vieil océan se couvrit de collines où l'on distinguait sans peine des alignements d'anciennes rues en pente et les murs délavés d'une myriade de petites maisons. Ensuite apparurent les faubourgs, puis un grand bâtiment solitaire au sommet d'une colline. D'une architecture plus simple que celle des autres structures, il était en bien meilleur état. C'était un bâtiment sombre et bas qui occupait le centre d'une place carrée. Il disposait d'une tour à chacun de ses angles, d'une cour pavée en son centre et d'étranges petites fenêtres rondes disséminées un peu partout. Il était probablement construit en basalte, même si les algues en cachaient la majeure partie. Il offrait un aspect si impressionnant, perché tout seul sur cette lointaine colline, qu'il pouvait s'agir d'un ancien temple ou monastère. En passant derrière ces petites fenêtres rondes, des poissons phosphorescents les faisaient scintiller, si bien que Carter se gardait de reprocher aux marins d'avoir peur. Soudain, au clair de lune qui miroitait au fond des eaux, il aperçut un curieux monolithe qui s'élevait très haut au milieu de la cour centrale. Quelque chose y était ligoté. Grâce à la longue vue qu'il s'était procurée dans la cabine du capitaine, Carter vit qu'il s'agissait d'un marin vêtu des tuniques de soie d'Oryab. On l'avait attaché la tête en bas et ses yeux avaient été arrachés. Alors Carter poussa un soupir de soulagement lorsqu'une brise se leva peu après pour emporter leur navire au loin, vers de plus salubres régions maritimes. Le jour suivant, ils hélèrent un navire aux voiles violettes qui cinglait vers Dzar, dans la contrée des rêves oubliés, avec une cargaison de bulbes de lys aux couleurs étranges. Le soir du 11e jour, ils arrivèrent en vue de l'île d'Oryab et d'une granec, dont le sommet se dressait au loin, déchiqueté et couronné de neige. Oryab était une très grande île, et Baarna son port, une puissante cité. Les quais de Baarna sont de porphyre. Derrière, les grandes terrasses de pierre de la cité s'élèvent en pente si raide qu'au lieu de rues on trouve des escaliers, fréquemment surmontés par des bâtiments en surplomb ou par les ponts qui les relient. Dans les entrailles de la ville court un immense canal, le long d'un tunnel aux vannes de granit. Il vient du lac intérieur d'Oryab, le lac de Yat, sur la rive opposée duquel croupissent les ultimes briques d'argile d'une vaste cité primitive en ruine, dont on a oublié le nom. Comme le navire faisait son entrée dans le port au moment du soir, Ton et Tal, les phares jumeaux de Baarna, le saluèrent de tout leur feu. Puis, dans toute la cité, des millions de chaudes lumières s'allumèrent graduellement derrière les fenêtres et sur les terrasses, tandis que dans le ciel, les étoiles venaient accompagner le crépuscule. Le port aux rues en pente raide devint alors une constellation étincelante, suspendue entre les étoiles des cieux et les reflets de ces étoiles dans les eaux calmes du port. Lorsqu'ils eurent débarqué, le capitaine invita Carter dans sa petite maison sur les rives du Yat, là où les derniers faubourgs de la ville descendaient jusqu'au lac.
Sa femme et ses domestiques servirent au voyageur, pour son plus grand plaisir, des mets étranges et savoureux. Au cours des jours qui suivirent, Carter s'enquit des nombreuses rumeurs et légendes qui couraient sur le Ngranek. Il se rendit dans toutes les tavernes et tous les lieux publics, là où se réunissaient les ramasseurs de lave et les tailleurs d'images. Il n'en trouva aucun qui eût escaladé les pentes les plus raides du Ngranek, ou qui en eût contemplé le visage sculpté. Le Ngranek était une montagne particulièrement difficile à escalader, dont l'un des versants donnait sur une vallée maudite. En outre, qui pouvait affirmer que les maigres bêtes de la nuit n'étaient que pure affabulation? Le capitaine repartit pour Dilatlin. Carter prit ses quartiers dans une vieille taverne. Elle donnait sur une rue en escalier, au cœur de la vieille ville, dont les maisons de briques évoquent les ruines de l'autre rive du Yacht. Il y échafauda ses plans pour l'ascension du Ngranek et fit la synthèse de tout ce que les ramasseurs de lave lui avaient appris sur les routes qui y mènent. L'aubergiste était un très vieil homme. Il avait entendu tellement de légendes qu'il fut d'une grande aide à Carter. Il l'emmena même dans une chambre au dernier étage de cette antique demeure, où il lui montra le dessin maladroit qu'un voyageur avait jadis gravé sur le mur d'argile, à cette époque où les hommes avaient plus de courage et moins peur de se rendre au sommet d'une Ngranek. L'arrière-grand-père du vieil aubergiste avait entendu son propre arrière-grand-père raconter que le voyageur qui avait gravé ce dessin avait escaladé le Ngranek et contemplé le visage sculpté, et qu'il l'avait dessiné là, dans cette chambre, pour permettre aux autres de le contempler à leur tour. Mais Carter conçut de sérieux doutes sur cette histoire, car les grands traits esquissés sur le mur avaient été faits à la hâte, de manière peu soignée, et ils étaient accompagnés par une foule de petites formes du plus mauvais goût, avec des cornes, des ailes, des griffes et des queues enroulées sur elles-mêmes, qui les éclipsaient totalement. Un beau matin, après avoir obtenu toutes les informations qu'il était possible de recueillir dans les tavernes et les lieux publics de Baharna, Carter loua un zèbre et s'en alla sur la route qui longeait le Yacht, avant de s'enfoncer dans cette région de l'intérieur des terres que le Ngranek domine de toute sa masse rocheuse. À sa droite s'étendaient des collines ondoyantes, de jolis vergers et de petites fermes de pierre bien entretenues, qui lui rappelaient les champs fertiles des rives du Skye. À la tombée du soir, il atteignait les abords des anciennes ruines sans nom situées sur l'autre rive du Yacht. Et malgré les mises en garde des vieux ramasseurs de lave qui lui avaient recommandé surtout de ne pas camper en ce lieu, il attacha son zèbre à un curieux pilier dressé devant un mur éboulé, étendit sa couverture dans un coin à l'abri, sous des bas-reliefs dont la signification échappait à tout le monde, et s'enroula dans une seconde couverture, car les nuits d'Oriab sont froides. À un moment, il se réveilla, après avoir cru sentir les ailes d'un drôle d'insecte lui frôler le visage. Alors il se couvrit également la tête et dormit paisiblement jusqu'à l'heure où le chant des oiseaux magas, dans les lointains bosquets résineux, le réveilla. Le soleil venait juste de se lever au-dessus de la grande pente qui venait mourir sur les rives du Yacht, où achevait de pourrir plusieurs lieues d'un paysage désolé, constitué de murs à moitié éboulés, de primitives fondations de briques et de quelques piliers et piédestaux craquelés. Carter fouilla les environs à la recherche du zèbre qu'il y avait laissé la veille au soir. Grande fut sa consternation de découvrir que cette bête si docile gisait prostrée au pied du singulier pilier auquel il l'avait attachée. Plus grande encore fut sa surprise de constater que sa monture était bel et bien morte, vidée de son sang par une curieuse blessure à la gorge. On avait farfouillé dans son pactage, on y avait pris plusieurs bibelots brillants, et tout autour, dans la poussière du sol, se dessinaient de grandes empreintes de pieds palmés qui ne lui disaient rien. Les histoires et les mises en garde des ramasseurs de lave lui revinrent à l'esprit, et il repensa à ce qui lui avait frôlé le visage durant la nuit.
Il remit son sac à dos sur ses épaules et repartit pour le Ngranek, non sans frissonner lorsqu'il aperçut tout près de lui, alors que sa route traversait les ruines, une grande arche creusée dans le mur d'un vieux temple. Elle donnait sur une volée de marches qui descendait dans l'obscurité, à perte de vue. Sa route gravissait à présent des collines, à travers une région plus sauvage et partiellement boisée, où il ne voyait que des huttes de charbonniers et dans les bosquets les camps des résiniers. L'air embaumait le sapin, et les oiseaux magas chantaient joyeusement en exhibant au soleil les 7 couleurs de leur plumage resplendissant. Le soleil s'apprêtait à se coucher lorsqu'il atteignit un nouveau camp de ramasseurs de lave qui revenaient, le sac chargé, des pentes inférieures d'une Ngranek. Carter décida de se joindre aux campeurs. Il écouta les chansons et les contes de ces hommes et comprit, en les entendant converser à voix basse, qu'un de leurs compagnons avait disparu après avoir grimpé très haut pour atteindre un bloc de lave de belle qualité. Au crépuscule, il n'avait pas rejoint ses camarades. Le lendemain matin, quand il s'était mis à sa recherche, il n'avait retrouvé que son turban, sans apercevoir aucune trace de chute sur les rochers juste en dessous. Ils avaient abandonné leurs recherches, inutiles selon les plus âgés d'entre eux, car personne ne retrouvait jamais ce que les maigres bêtes de la nuit emportaient, même si l'existence de ces bêtes était si peu avérée qu'elle relevait plutôt de la légende. Carter leur demanda si les maigres bêtes de la nuit suçaient le sang, si elles aimaient les choses brillantes, et si elles laissaient des empreintes de pieds palmés. Mais ils secouèrent la tête, et semblèrent effrayés qu'il les interrogeât sur ce sujet. Quand il vit combien ils s'étaient renfrognés, il cessa de leur poser des questions et partit s'enrouler dans sa couverture. Le jour suivant, il se leva en même temps que les ramasseurs de lave, et ils échangèrent des adieux lorsqu'ils se séparèrent, eux chevauchant vers l'ouest et lui vers l'est, sur un zèbre qu'il leur avait acheté. Les anciens du groupe lui distribuèrent bénédictions et mises en garde, l'avertissant de ne pas s'aventurer trop haut sur le Ngranek. Carter les remercia du fond du cœur, mais ne fut en rien dissuadé de ses projets. Il se sentait toujours poussé par le besoin d'aller trouver les dieux sur Khadat l'inconnu, afin qu'ils lui permettent de retrouver cette obsédante et merveilleuse cité du soleil couchant. Vers midi, après une longue chevauchée à flanc de colline, il traversa plusieurs villages de briques abandonnés. Là avaient habité autrefois les montagnards qui vivaient à l'ombre d'une Ngranek et taillaient des images dans sa lave tendre. Ils y étaient restés jusqu'à l'époque du grand-père du vieil aubergiste, mais ensuite ils avaient senti qu'ils n'étaient plus les bienvenus. Leur maison s'était hissée de plus en plus haut sur les pentes de la montagne, mais plus ils avaient approché du sommet, plus ils avaient compté de disparus à l'aube. Finalement, à force d'entrevoir dans les ténèbres des choses qui ne pouvaient rien signifier de bon, ils avaient estimé préférable de partir tous ensemble. Aussi étaient-ils descendus vers la mer pour s'installer à Baarna, dans un très vieux quartier où ils avaient enseigné à leur fils l'art ancien des tailleurs d'images pieuses, qu'ils pratiquent encore de nos jours. C'est de la bouche des descendants de ces montagnards exilés que Carter avait entendu les meilleurs récits sur le Ngranek quand il avait écumé les vieilles tavernes de Baarna. Les contours flous d'une Ngranek s'élevaient toujours plus haut dans le ciel à mesure que Carter s'approchait de l'immense versant décharné. Il remarqua tout d'abord quelques arbres piquetant les pentes inférieures, puis de frêles buissons, et enfin la roche nue et hideuse, qui partait, tel un spectre, à l'assaut des nuées où elle se mélangeait au givre, à la glace et aux neiges éternelles. En apercevant les crevasses et les aspérités de cette pierre sombre,
Carter ne se réjouit pas outre mesure à l'idée d'avoir à l'escalader bientôt. Par endroits, des torrents de lave solidifiée et des amas de scories volcaniques souillaient les pentes et les saillies. 90 éternités auparavant, avant même que les dieux ne dansent sur son sommet escarpé, cette montagne avait parlé une langue de feu et rugi de toutes les voix d'innombrables tonnerres intérieurs. À présent, elle émergeait, silencieuse et sinistre, portant sur son versant caché le visage titanesque et secret dont parlait la rumeur. La montagne était criblée de cavernes, peut-être vides et seulement hantées par de très anciennes ténèbres, mais peut-être aussi, à en croire les légendes, habitées par des horreurs qu'il ne fallait même pas tenter d'imaginer. La pente s'éleva vers le pied d'une granèque, jonchée d'éclats de roches, de lave et de vieilles scories entre lesquelles poussaient de rares chênes et frênes rabougris. Là où les ramasseurs de lave avaient dû s'arrêter, Carter aperçut les cendres de nombreux feux de camp, ainsi que la pléthore d'autels grossiers qu'ils avaient dressés pour s'attirer la clémence des Très-Hauts, ou tenir à l'écart ces choses qui, dans leurs rêves, hantaient les hauts cols ou les cavernes labyrinthiques d'une granèque. Au crépuscule, Carter atteignit les restes du feu de camp le plus élevé et s'y établit pour la nuit. Après avoir attaché son zèbre à un arbuste, il s'emmitoufla soigneusement dans ses couvertures avant d'aller dormir. Toute la nuit, un vounit hurla sur la lointaine rive d'une mare cachée. Mais Carter n'avait plus peur de cette terreur amphibie depuis qu'on lui avait assuré que ces créatures n'oseraient jamais s'approcher des flancs d'une granèque. Dans la lumière d'un joli matin, Carter entreprit sa longue ascension, emmenant son zèbre aussi loin que cette bête si utile pouvait aller, puis l'attachant à un frêne rabougri quand la pente de ce bois clairsemé se fit trop raide. Il continua donc à grimper seul. D'abord à travers la forêt où de vieux villages tombaient en ruine au milieu de clairières envahies par la végétation, ensuite sur un sol d'herbe dure, où des buissons anémiques s'efforçaient de pousser çà et là. Puis, lorsqu'au-dessous de lui la pente se mit à ressembler à un précipice particulièrement vertigineux, il regretta d'avoir quitté l'abri des arbres. Un peu plus tard, il commença à distinguer toute la campagne en contrebas. À perte de vue, ce n'était que huttes abandonnées par les tailleurs d'images, plantations de résineuses et campements des résiniers, bois où les prismatiques magas nichent et chantent. On apercevait même, à l'extrême limite du regard, un vague soupçon des rives du Yacht et des vieilles ruines sinistres dont le nom s'est perdu dans le temps. Jugeant préférable de ne plus regarder autour de lui, Carter continua à grimper inlassablement, toujours plus haut, jusqu'au moment où il n'y eut presque plus de buissons et presque plus rien à quoi s'accrocher, sinon quelques touffes d'herbe dure. Puis il arriva sur un sol aride, grêlé de grandes dalles de roches nues et de crevasses où se devinait parfois le nid d'un condor. Finalement, il n'y eut plus que la roche, et poursuivre son ascension eût été quasi impossible si elle n'avait été autant semée d'irrégularités creusées par les intempéries. Les nombreuses saillies, corniches et aspérités de la paroi lui furent également d'un grand secours. Quand, à l'occasion, il apercevait la marque d'un ramasseur de lave, maladroitement gravée sur la roche friable, il éprouvait un réel réconfort à l'idée de savoir que des êtres aussi humains que lui l'avaient précédé là. Plus haut, la présence des hommes ne se manifestait plus que par des prises judicieusement taillées dans la roche, et par de petites carrières, de petites excavations apparaissant aux endroits où l'on avait découvert de belles veines ou des coulées de lave. Une étroite corniche artificielle, creusée sur le côté droit de la principale ligne d'ascension, permettait d'accéder à un dépôt particulièrement riche. À une ou deux reprises, Carter osa risquer un coup d'œil autour de lui et fut presque étourdi par l'immensité du paysage qui se déployait en contrebas. Toute l'île, jusqu'à la côte, s'offrait à sa vue. Et à cette distance, les terrasses rocheuses et la fumée des cheminées de Baarna étaient ensorcelantes.
Plus loin encore, la mer du Sud s'étendait jusqu'à l'infini avec ses étranges mystères. Jusque-là, il avait surtout zigzagué sur les basses pentes de la montagne, si bien que son lointain versant sculpté lui était resté caché. À présent, Carter apercevait sur sa gauche une corniche qui montait abruptement, dans ce qui lui semblait la direction désirée. Il la suivit, en espérant qu'elle ne se terminerait pas en cul-de-sac. 10 minutes plus tard, il constata que la corniche ne s'arrêtait pas, mais qu'elle gravissait la montagne selon une courbe en pente raide. À moins d'être interrompue ou déviée brutalement, elle lui permettrait sans doute, en à peine quelques heures d'escalade, d'atteindre cette mystérieuse face sud surplombant les rochers désolés et la vallée de lave maudite. La nouvelle région qu'il découvrit à ses pieds était plus sauvage, plus sinistre que toutes celles tournées vers la mer qu'il venait de traverser. De ce côté, même la montagne était différente, alvéolée de singulières fissures et de cavernes comme il n'en avait jamais vues auparavant. Certaines s'ouvraient au-dessus de lui, d'autres au-dessous, mais toutes donnaient sur des falaises à pic impossibles à escalader pour un homme. L'air était maintenant très froid, mais l'ascension était si difficile qu'il s'en aperçut à peine. Seule le gênait la rareté croissante de l'air, dont il se disait que, ayant fait tourner la tête des autres voyageurs, elle était peut-être à l'origine de toutes ces histoires absurdes de maigres bêtes de la nuit, qui permettaient d'expliquer la disparition de grimpeurs probablement tombés de ces voies périlleuses. Ces racontars ne l'avaient pas vraiment impressionné, mais il s'était tout de même équipé d'un bon cimeterre, au cas où il y aurait eu du danger. Toutefois, ces considérations étaient très secondaires comparées à son désir de contempler le visage de Pierre, susceptible de le mettre sur la piste de Kadath l'inconnu, où résident les dieux. Enfin, dans l'épouvantable froid glacial qui régnait sur ces hauteurs, Carter atteignit l'autre face d'une granec et distingua au plus profond des gouffres infinis béants au-dessous de lui les rochers et les stériles abîmes de lave qui témoignaient de l'antique courroux des Très-Hauts. Il découvrit également une vaste étendue de terre se déployant vers le sud, une contrée désertique que ne ponctuait aucun champ, aucune ferme, aucune cheminée, et qui semblait ne pas avoir de fin. Depuis ce versant, il était impossible d'apercevoir la mer, car Oriab est une île immense. De noires cavernes et d'étranges crevasses, toutes inaccessibles, continuaient de percer la falaise à pic en plusieurs endroits. Un gigantesque rocher en surplomb s'avançait juste au-dessus de Carter et l'empêchait de voir ce qui se trouvait plus haut. Un instant troublé, il craignit qu'il ne fût infranchissable. En équilibre précaire, suspendu dans le vent à plusieurs miles au-dessus du sol, avec d'un côté l'espace et la mort, de l'autre des parois glissantes, Carter éprouva cette terreur qui pousse les hommes à éviter le versant caché d'une granec. Il ne pouvait faire demi-tour, car le soleil était déjà trop bas. Faute de passage vers le haut, la nuit le trouverait niché en ce lieu où l'aube ne le trouverait plus du tout. Mais il existait un passage, et il l'aperçut au bon moment. Des prises à peine perceptibles que seul un maître rêveur pouvait utiliser et qui s'avérèrent suffisantes. Après avoir franchi le rocher en surplomb, il constata avec soulagement que la pente qui montait à présent devant lui était beaucoup plus facile à gravir que celle qu'il venait de quitter, car la fonte d'un grand glacier y avait découvert un généreux espace ponctué de saillies et d'alluvions. Sur sa gauche, un précipice tombé de hauteurs inconnues plongeait vers des profondeurs non moins inconnues. Juste au-dessus de lui, mais hors de portée, Carter vit la gueule noire d'une caverne. Ailleurs, cependant, la pente s'inclinait suffisamment pour lui permettre de s'y adosser pour se reposer. Il faisait si froid qu'il ne devait plus être très loin de la limite des neiges éternelles. Alors il leva les yeux pour admirer les étincelants sommets qui certainement brillaient de mille feux dans le crépuscule rougeoyant. En vérité,
il vit la neige s'étendre jusqu'à plusieurs milliers de pieds au-dessus de lui, dominant de toute sa hauteur un autre gigantesque surplomb, assez semblable à celui qu'il venait de franchir à l'instant. En apercevant cette seconde corniche, dont l'audacieuse silhouette se découpait en noir sur la blancheur des pentes verglacées, il sursauta et laissa échapper un cri de stupeur. Carter était si prodigieusement impressionné qu'il lui fallut s'accrocher à la roche pour éviter de tomber, car le surplomb titanesque qui flamboyait au soleil couchant n'était pas resté tel que l'aube de la terre l'avait façonné, mais arborait les traits sculptés et polis du visage d'un dieu. Solennel et terrible, le visage resplendissait, embrasé par le crépuscule. Ses dimensions surhumaines étaient impossibles à discerner pour le commun des mortels, et Carter comprit immédiatement qu'il n'était pas l'œuvre des hommes. C'était un dieu ciselé dans la pierre par des mains de dieu. Un dieu dont le regard, majestueux et hautain, dominait l'arpenteur des contrées du rêve. La rumeur voulait qu'il fût étrange et immédiatement reconnaissable, et Carter constata que c'était bien le cas. Tout dans ce visage aux longs yeux étroits, aux lobes allongés, au nez aquilin et au menton pointu, témoignait d'une race qui n'était pas celle des hommes mais celle des dieux. Cramponné à son dangereux nid d'aigle, à 1000 lieues au-dessus du sol, et bien que ce visage fût exactement celui qu'il s'attendait à contempler et qu'il était venu chercher, il fut saisi d'une terreur indicible. Car le visage d'un dieu est toujours plus empreint de merveilles qu'on ne peut le prévoir. Et quand, de surcroît, ce visage est plus vaste qu'un gigantesque temple et qu'il regarde de haut le soleil couchant jeter ses derniers feux sur ce toit du monde, où plane un mystérieux silence depuis que les dieux ont arraché ses traits à la lave noire, le merveilleux est si intense que nul ne peut lui échapper. À ce prodige s'en ajoutait un second. Carter le reconnaissait. Car bien qu'ayant envisagé de parcourir toutes les contrées du rêve à la recherche des individus dont le visage ressemblait peu ou prou à celui de leurs divins parents, il savait à présent que ce n'était plus nécessaire. Le grand visage sculpté dans la face d'une granec ne lui était pas inconnu. Il lui en rappelait d'autres, qu'il avait souvent vus dans les tavernes de Céléphais, ce port situé en Haute-Nargaï, par-delà les montagnes tanariennes, sur lequel règne Sa Majesté Curanès, que Carter avait jadis connu dans le monde de l'éveil. Chaque année, des marins aux traits similaires descendaient du nord à bord de vaisseaux noirs pour échanger leur onyx contre l'or filé, les petits oiseaux rouges aux chants mélodieux et les bijoux de jade de Céléphais. De toute évidence, ces hommes étaient les demi-dieux que Carter cherchait. Ils habitaient probablement à proximité des terres algides, ces vastitudes glacées où le château d'onyx des Très-Hauts se dresse sur Kadath l'inconnu. Il lui fallait donc se rendre à Céléphais, très loin de l'île d'Oriab. Cela l'obligerait à retourner à Dilatlin, d'où il devrait remonter le Sky jusqu'au grand pont de Nir. Là, il lui faudrait à nouveau s'enfoncer dans le bois enchanté des Zougs, avant de bifurquer vers le nord. Après avoir traversé les innombrables jardins bordant les rives de l'Oukranos, sa route le conduirait jusqu'aux flèches dorées de Tran, d'où il pourrait embarquer à bord d'un galion, faisant la traversée de la mer Sérénarienne.